nous, nous permet une rencontre et organise une rencontre qui, depuis quelques années maintenant, est trimestrielle. Et c'est l'occasion pour nous d'inviter un auteur, en général sur un essai, soit un auteur économiste, soit un auteur sociologue, soit un auteur philosophe, enfin bref, euh, un auteur abordant des questions de sciences humaines ou des questions scientifiques, comme ça a eu lieu aussi, très directement scientifiques, comme on dit bêtement, de sciences dures, comme si les autres étaient molles. Donc, ce soir, c'est Marie-Claude Bergougnan, économiste à Bordeaux, qui va échanger avec l'auteur du livre, Daniel Véron, qui est lui-même maître de conférence en sociologie. Donc, il y aura un croisement sur ces questions qui, évidemment, intéressent l'économie, intéressent la sociologie et intéressent aussi très fortement et ô combien la citoyenneté, avec quelquefois une pesanteur idéologique considérable. La raison de notre choix, c'est sans doute, pour parler très rapidement, le fait que ce livre aborde la question, comment dire, pour employer un terme générique, de la migration, en tout cas aborde cette question avec un angle d'attaque qui est loin d'être courant à notre époque. Donc, nous avions et nous avons souhaité faire venir Daniel Véron, dont la jeunesse est un garant de qualité. Bon, alors, je vais commencer peut-être par présenter Daniel Véron plus précisément. Donc, il est maître de conférence. Vous êtes maître de conférence donc, à l'Université de Caen et membre de laboratoire Espace et Société, le Centre d'études de l'emploi et du travail et l'Institut Convergence Migration. Alors, vos recherches portent sur la sociologie des migrations, du travail et de l'emploi et de l'action collective. Alors, vous avez soutenu une thèse en 2017 qui portait sur les migrants illégalisés. Donc, c'est le terme que je voulais souligner ici. Donc, ça signifie quoi? Ce sont des étrangers dont la présence sur le territoire national et donc ne cadre pas et est en contradiction, disons, avec les conditions de séjour prévues et, disons, prévues par la législation dans un espace donné. Et donc, ce sont donc des... Voilà. Alors, le travail montre quoi? Il montre que l'illégalité migratoire est un processus historique qui est lié à l'institution d'un espace de clandestinité migratoire. Voilà. Donc, je m'arrêterai maintenant pour dire ceci. Le travail a été soutenu par 3 enquêtes dans différents pays, ce qui a permis une analyse comparative. Alors, les pays étant la France, l'Argentine et le Canada. Aujourd'hui, Daniel va nous présenter un ouvrage qui est paru récemment en 2024, donc, et ce travail est intitulé Le travail migrant, l'autre délocalisation. Alors, je vais poser une première question, peut-être pour démarrer. Donc, qu'est-ce qui a fait votre intérêt, en fait, pour ce type de recherche? Personnel ou Alors, oui, tout est parti en fait, plutôt de la question de l'action collective. C'est là-dessus, en fait, que j'ai démarré mes premières expériences de recherche, en réalité, en master. Donc, on était en 2007-2008, par là. Et j'avais fait un premier master, d'ailleurs, plutôt sur la question du mouvement étudiant. Donc, c'était pendant le mouvement contre la loi LRU, pour ceux qui peuvent s'en souvenir. Et il se trouve que je voulais en fait continuer dans cette voie-là, de la question un peu de la mobilisation, de l'action collective, comme sociologie de l'action collective et de l'engagement. Pourquoi on s'engage? Et il se trouve que j'étais à ce moment-là, c'était donc 2008, le démarrage de grandes grèves de travailleurs sans papier sur la région parisienne qui, du coup, avec, et puis tout un tas d'occupations satellites aussi, qui n'étaient pas directement des grèves, qui étaient des occupations
plus classique, disons, dans le répertoire d'action des luttes de l'immigration, celle des années 80-90. Et du coup, voilà, ça a tombé sous le sens. En fait, je me suis pas trop posé la question. Il y avait ce mouvement qui démarrait. On continuait à travailler sur les questions d'engagement et donc je suis allé comme ça à l'origine. Ok. Et donc ça, c'était pour le master. Et puis, disons, donc j'ai fait mon master proprement vraiment sur comment on se mobilise quand on est sans papier. Et puis, pour la thèse, j'ai voulu effectivement élargir et essayer de penser la condition de personnes migrantes sans papier dans un cadre plus large. C'est pour ça que j'ai élargi à d'autres pays, pour justement construire une comparaison avec le cas argentin et le cas canadien. Bien. Et alors, justement, travail migrant, pourquoi pas les migrants? Parce que le titre, en effet, interroge en réalité, c'est pas un angle d'attaque peut-être classique. Est-ce que dans la thèse, il s'agissait des migrants, justement, c'est-à-dire les trajectoires de migration et leur motivation donc voilà. Vous pouvez nous dire un peu pourquoi? Ouais, en fait, disons que j'ai continué un peu à me déplacer comme ça. Donc, la thèse, effectivement, était plutôt euh, plus large, en fait, que la question du travail, même si elle l'incluait. C'était vraiment comment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire comment est produit l'illégalité migratoire comme un processus dans ces différents pays. Donc, comment les politiques migratoires produisent de l'illégalité, mais aussi en revers, comment disons ça c'est plutôt l'entrée par le haut, comme on dit, et puis par le bas, c'est comment on se débrouille au quotidien quand on est sans papier pour circuler dans l'espace public, trouver un logement, pour se nourrir, se soigner, et puis pour travailler. Et du coup, évidemment, le travail prend une grande place dans cette quotidienneté de la- l'illégalité migratoire, l'espace de la clandestinité. Il y a quand même, enfin, comme tout à chacun, le travail est central et on ne peut pas vivre, malheureusement, on pourrait dire, Ça va déjà un sans petit peu travailler. contre certains préjugés Tout à fait. concernant les migrants. Les migrants sans papier, dans leur immense majorité, travaillent, ils sont là pour travailler, et de toute façon, voilà, des enjeux de survie, de eux, de leurs proches qui sont restés au pays aussi pour envoyer de l'argent. Donc, il y a vraiment une centralité du travail. Et du coup, moi, j'ai voulu poursuivre après la thèse, en réalité, sur cette question du travail, en allant regarder aussi du côté du travail détaché, on parlera peut-être, qui sont, donc c'est disons un autre terrain de recherche sur le détachement de salariés dans l'Union européenne et qui a un tas de points communs avec en fait le travail des sans-papiers. Et du coup, là pour le coup, c'est une perspective éditoriale qui correspondait à mes derniers intérêts, on va dire, qui était plutôt de recentrer sur la question du travail. Et puis, il y avait un enjeu éditorial d'avoir un livre à une thèse un peu précise et nette. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce travail de conceptualiser un travail migrant au sens je me suis posé la question, dans une logique éditoriale, il y a la question du titre qui se pose. Oui. Et donc, travail était un peu abstrait, justement, et ne laissait pas vraiment de place, justement, l'autre option, c'était travailleurs et travailleuses, migrants, migrantes. Mais bon, sur une couverture, c'est un peu long. Ouais, voilà. Mais c'était pour dire que ce sont des individus et laisser de la place aux subjectivités, en fait. Mais du coup, c'est aussi le travail au sens le travail sous sa forme marchandise, dans un sens ancien, assez classique. Donc, Voilà. le complément du titre, l'autre délocalisation, et qui effectivement interroge a priori, après, quand on lit, on comprend. Donc, si vous pouvez nous dire un petit peu. Donc, oui, sur la question donc, d'abord, là, il faut rendre à César voilà, ce qui lui appartient, et César étant en l'occurrence Emmanuel Terret, qui est décédé d'ailleurs cette année, quelques temps après la sortie de l'ouvrage, et qui, dans les années 90,
a forgé ce concept qui a été voilà, qui a eu un certain succès dans un cercle limité, bien sûr, de gens qui s'intéressent à la question, mais de délocalisation sur place, ce qu'il appelle la délocalisation sur place. Et donc, c'était dans un ouvrage qui s'appelait Sans papier, l'archaïsme fatal, qui sort un an après le mouvement des sans-papiers des années 90, et notamment la fameuse occupation de Saint-Bernard. Et donc, l'idée, c'est de dire que l'embauche de travailleurs sans papier offre des avantages équivalents à une opération de délocalisation classique, c'est-à-dire qu'on va transporter des outils de production ou déplacer des outils de production dans des pays où le prix du travail est moindre, sauf qu'il s'agit de productions pour lesquelles on ne peut pas déplacer la production. Par exemple, il faut construire un bâtiment, on ne peut pas aller construire un bâtiment à l'autre bout du monde, il faut construire le bâtiment là où il va se tenir, a priori. Il faut nettoyer les bureaux des économies tertiarisées. Il faut apporter le soin aux personnes qui se trouvent sur place. Oui, donc ça désigne des secteurs bien précis. Voilà, En des fait, secteurs l'hôtellerie-restauration, il faut manger. Des secteurs qui ne sont pas délocalisables. Et donc, l'opération de délocalisation, l'équivalent de l'opération de délocalisation consiste à baisser le prix du travail par l'embauche de personnes, d'un segment de la force de travail dont le prix est moindre parce qu'ils n'ont pas l'accès complet à leurs droits et ou ont plus de difficultés à faire valoir leurs droits. Ok. Et alors, bon, Thérèse va jusqu'à dire qu'il s'agit de s'assurer de la vulnérabilité administrative des illégaux. Donc, ça induit quelque chose d'intentionnel et un peu pervers dans la démarche. Est-ce que vous adhérez à ça ou est-ce que vous trouvez que ça va un peu loin? Alors, c'est toujours compliqué en fait de statuer sur l'intentionnalité. Euh, voilà. Je pense qu'on peut se contenter, en tout cas en sociologie, de voir des effets concrets que ça produit, au-delà de l'intentionnalité. Et de fait, l'effet concret, c'est celui-ci. Après, pour le coup, Emmanuel Terré a pris la question un peu à bras-le-corps, parce qu'on garde souvent en tête cette idée de délocalisation sur place, mais en fait, la moitié, c'est un chapitre d'ouvrage, les 2 tiers sont consacrés à l'étude des débats parlementaires de l'époque, et notamment le projet de loi, je ne sais plus exactement lequel c'était, si c'était celui déjà du gouvernement socialiste ou pas, mais de la manière dont des parlementaires bien précis ont détricoté un projet de loi qui visait justement à faciliter la régularisation. Et donc, il en conclut qu'effectivement, en tout cas, qu'il y a des acteurs économiques et politiques qui, savent ce qu'ils font et ne veulent pas faciliter la régularisation des personnes. Et alors, c'est le projet, exactement. Voilà. Mais alors, bon, moi j'avais une petite question d'économiste. Est-ce que ça va à l'encontre de ce que peut dire Marx, par exemple? Bon, parce que les économistes parlent d'avantages comparatifs, enfin, certains économistes. Bon, et donc par rapport à la vision de Marx, est-ce que vous avez pensé que c'est en conformité quelque part ou ça vient en contradiction en fait? Non, là, je pense pas que ça vienne en contradiction. C'est juste que disons, ça complexifie justement l'analyse du travail comme marchandise, la marchandisation du travail, donc ce qu'il appelle la force de travail, c'est-à-dire le travail, euh, le travail vivant sous sa forme marchandisée. Et donc, en réalité, il se trouve que il y a plusieurs segments de cette force de travail et que ça, c'est sans doute, en tout cas, je pense que c'est tout à fait compatible avec la, 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 la pensée marxiste, mais qui a été complétée par d'autres, notamment le féminisme matérialiste, mais pas uniquement, aussi d'autres travaux plutôt sur les questions justement de- d'enjeux coloniaux, etc., de montrer que précisément, en réalité, il y a toujours eu des formes de segmentation du marché du travail et de la main-d'œuvre, précisément pour construire des groupes Oui, bon, mais ça minorés. correspond en effet
action flottante, etc., qu'on peut trouver chez Marx. Mais là, il y a aussi des formes qui, en principe, ne collent pas tout à fait, disons, avec ce qu'on peut penser être le salariat. Donc, par exemple, est-ce que ça montre finalement que dans le capitalisme, d'autres formes de travail sont viables, compatibles? Ah oui, oui, tout à fait. Bah, ouais, après, dans les débats économiques, ça rejoint un peu ce que dit Yann Moulier-Boutang sur sa thèse là, de l'esclavage au salariat, qui est une forme de continuité entre le travail le plus contraint jusqu'au travail le plus libre. Du coup, oui, je pense pour le coup que c'est compatible, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, il y a, et en tout cas, c'est ça le travail migrant, et ce que j'appelle les institutions du travail migrant, c'est des dispositifs légaux. Donc, c'est soit des formes d'emploi, ça peut être des accords bilatéraux, ça peut être des directives européennes, ça peut être tout un tas de dispositifs juridicaux, administratifs, politiques, qui produisent des statuts spécifiques pour des segments de population qui, du coup, vont avoir un statut diminué, une position diminuée sur le marché du travail, qui va permettre voilà, de baisser le prix de ces segments et du coup qui va permettre des formes de délocalisation justement par le recours à des segments minorisés. Mais donc, il y a tout un tas de formes. Ça va des formes les plus... euh, donc, les sans-papiers, c'est le non-accès au droit qui produit ça. Le travail détaché, c'est son versant légal. Ce que je dis, c'est que c'est deux faces d'une même pièce. Il y a une face illégale, donc les institutions du travail illégalisées, et comment les sans-papiers se retrouvent sur le marché du travail. Mais il y a aussi des formes légales, pleinement légales, c'est le détachement. Et puis, en fait, on pourrait tirer un fil de continuité avec simplement le racisme systémique sur le marché du travail ou précisément la minoration des femmes sur le marché du travail ou d'autres groupes, d'ailleurs les jeunes, ce qu'on veut. Dès lors qu'on produit du différentiel, ça peut être essentialisé, ça peut être juridiquement, on va créer des, voilà, des appareils de légitimation d'un traitement différencié Ok. de ces groupes. D'accord. Donc, vous parlez d'inclusion différentielle. Donc, ça veut Voilà. dire que c'est structurel quelque part. Ouais, Euh, ça revient à cette idée-là. ou alors, c'est une forme qui se reproduit parce qu'en fait, il y a un mouvement dans en tout cas, les travailleurs, les sans-papiers, n'ont pas forcément vocation à rester sur le territoire. Certains sortent, d'autres reviennent, etc. Donc, il y a ce mouvement, mais finalement, la structure, elle est dans l'illégalité, c'est ça, et dans le traitement différentiel. C'est ça. Et c'est le cas aussi pour les détachés, mais quand même d'une autre manière. Alors, je voulais vous demander autre chose. Euh, donc là, on a un peu cerné, si vous voulez, tout ce qui concerne en fait l'arrière-plan, je dirais, analytique en fait de votre travail. Et il y a dans le chapitre 2, on commence à aborder ce qui fait que les migrants, en effet, se destinent à l'exil. Et donc, ce sont ces stratégies d'exil que j'aurais aimé que vous nous détailliez un petit peu, c'est-à-dire, voilà, et notamment à travers peut-être les exemples que vous avez donnés de l'Argentine, du Canada, voilà, d'autres pays. Ouais, bah, l'enjeu, c'était donc d'articuler donc, un peu ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire théoriser voilà, encore une fois par le haut, comment les politiques migratoires ont pu produire donc cette inclusion différentielle et des conditions historiques pour les personnes qui font qu'elles vont accepter en fait des conditions de travail dégradées, in fine, ou des conditions salariales dégradées. Et le, le chapitre 2 essaie de renverse la perspective en partant justement des trajectoires individuelles et des récits de vie des personnes que j'ai rencontrées pour montrer voilà, comment ça se
traduit concrètement dans la vie des personnes et comment ces personnes se retrouvent à batailler précisément et bien souvent ne pas avoir d'autre choix que d'accepter des conditions de travail dégradées, ou en tout cas être en lutte. Enfin, j'essaye surtout de montrer qu'ils sont en lutte permanente pour essayer de faire valoir leurs droits euh, avec plus ou moins de succès. Et donc, effectivement, j'essaie de partir du point de départ, c'est-à-dire du choix de départ des sociétés voilà, là d'où les gens partent. Et pour dire que déjà, c'est des sociétés qui sont donc, généralement des pays dits des Suds, qui sont des sociétés abîmées par le capitalisme globalisé, alors ça, ou par d'autres formes de violences, qui peuvent être des violences patriarcales, des violences sexistes et sexuelles, euh, qui, voilà, ce sont des vies empêchées, déjà, donc je parle d'autochtonie empêchée ou d'autochtonie mutilée. Oui, j'ai bien aimé, en particulier, il y a une trajectoire qui est impressionnante, c'est celle de Noémie, donc, qui, je sais pas, on peut peut-être en parler davantage, parce que c'est absolument mais incroyable, cette femme, en fait, a vécu, et les frontières qu'elle a traversées, c'est-à-dire que elle est traversée aussi les frontières. Ouais, bah, le chapitre vraiment ouvre et ferme avec elle. Donc Noémie, qui est au début du chapitre, encore une jeune femme qui, donc à l'âge de 16 ans, part de Bolivie, donc de la région des hauts plateaux boliviens, très pauvres, donc part avec donc déjà dit qu'elle a toujours eu à travailler pour subvenir aux besoins de la famille des plateaux. Et puis finalement, elle va, disons pas les conseils, mais disons un peu l'influence d'un cousin, décider de se rendre en Argentine, qui était un peu un pays de destination. Et dans les années 90, c'était le miracle un peu qui va s'effondrer hein, en 2001, mais avec la parité du dollar, donc la société argentine paraissait riche et attractive, et donc se rend en Argentine à l'âge de 16 ans avec son petit frère. Elle va ensuite de déconvenu en déconvenu, essaye tout un tas de doit rapidement subvenir à ses besoins et à ceux de son cousin, et donc va trouver différentes possibilités d'accès au marché du travail, des plus brutales. Donc, elle dit voilà, avoir été obligée de faire quelques faveurs dans la rue, puis trouve à s'employer dans un des secteurs classiques de l'embauche pour les femmes, qui est le travail domestique, où là, d'autres violences se déploient, violences sexuelles aussi, où voilà, il y a des formes d'appropriation de son travail, mais aussi d'appropriation du corps par l'employeur. Puis, donc, elle va réussir à quitter le secteur domestique pour trouver une autre voie d'accès au marché du travail, qui est le travail, là aussi, structuré par un tas de violences, qui est le travail dans ce qu'on appelle le sweatshop, c'est-à-dire l'industrie textile, donc des petites unités de production, d'ateliers qui sont des sous-traitants de grands fabricants, et où là, c'est plutôt de l'exploitation intracommunautaire, entre guillemets, c'est-à-dire c'est la communauté bolivienne qui emploie les nouveaux arrivants et qui sont d'anciens arrivants qui sont devenus petits chefs d'atelier. Là aussi, la violence s'exerce. Et puis, bon, donc ça, c'est un peu pour l'arrivée. Elle va rester longtemps dans ce secteur. Et puis, finalement, voilà, elle va réussir aussi parce qu'elle a des enfants, à s'extraire de ça, trouver le moyen de faire une double journée pour faire des cours du soir et se former aussi progressivement politiquement, lutter pour sa place et pour son droit à suivre des cours, parce que nous avons mis tous les bâtons dans les roues possibles. Et puis finalement, voilà, oui, parce qu'on ne l'applique pas ouais. Enfin, Donc, ouais, de rebondissement en péripéties, en tout cas, au moment où je la rencontre, elle est membre d'un mouvement qui s'appelle le mouvement des couturiers, qui voilà, essaye de faire valoir les droits
couturiers, justement, et de travailler cette question. C'est pas facile, puisque c'est aussi mettre de la classe c'est-à-dire des rapports de classe au sein d'une communauté de migration. Euh, donc voilà, c'est un peu, donc le propos, c'est de dire vraiment que pour les personnes migrantes, c'est une continuité et notamment parmi les personnes migrantes, celles et ceux à qui on, euh, on refuse le droit au déplacement et à l'installation. Euh, c'est une lutte permanente jusqu'à aux formes que j'ai pu étudier à l'origine, c'est-à-dire on en arrive à des grèves structurées de travailleurs et travailleuses sans papier, ou à voilà, des mouvements structurés et devenir militant proprement parler. C'est une forme de continuité d'une trajectoire de vie. Et alors, il y a quelque chose qui m'a intéressée aussi, sinon les motivations. Certains parlaient de Haroun et Kendra, enfin, dans les pages, ils parlent de avoir le monde en tête. Et ça, je crois que c'est une clé intéressante, sans doute, en fait, d'une forme d'irréversibilité de ces départs. Alors, je voulais un petit peu dire. Ouais, complètement. Ça aussi, c'était, enfin, il y a pas mal de moments frappants comme ça, que j'essaie de restituer, de perles, juste de discours qui, justement, éclairent sur les subjectivités de la migration. C'est-à-dire, ouais, c'est important de montrer, mais bon, je le fais moi, d'autres l'ont fait, bien sûr, dès disons, les sociologies ou l'anthropologie des migrations montrent bien que les causes sont imbriquées, qu'il n'y a pas de cause unilatérale de la migration. Il y a à la fois des injonctions familiales, à la fois des inspirations individuelles, à la fois fuir et à la fois se projeter. Tout ça, c'est très difficile de le démêler, que bon, ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas que la distinction entre migration purement économique ou c'est quoi, politique, n'a pas vraiment de sens en réalité quand on regarde un petit peu les trajectoires des personnes. Euh, et donc effectivement, et que c'est tout autant, à minima, c'est aussi des migrations économiques, mais c'est tout autant voilà, des migrations juste d'aspiration à vivre mieux, en réalité, tout simplement, et donc avec les possibilités qui leur sont données. Donc elles sont bien minces pour tout un tas de nationalités, simplement parce que les voies leur sont fermées dans les circulations mondiales. Mais il n'empêche qu'eux aussi ont une subjectivité à l'échelle du globe et que pour améliorer sa vie, la vie voilà, de ses proches, la migration fait partie des options. Sauf qu'elle a des coûts faramineux Dans les chapitres 3 et 4, donc, il est question de la catégorie dite des sans-papiers, et puis du travail détaché. Donc, il s'agit d'un mode de captation de la main-d'œuvre qui est différencié. Donc, vous avez déjà commencé un peu à expliquer les différences. Peut-être il faudrait insister sur même en fait, quand est apparu, sur le plan historique, quand est apparue la notion de sans-papier? Parce qu'en fait, on a l'impression que on a toujours eu ça, en tout cas, vu en France, la catégorie, elle est là depuis toujours. Et c'est peut-être intéressant de resituer au plan historique. Ouais. Alors, effectivement, en fait, il y a de la production de l'irrégularité ou de l'illégalité migratoire depuis qu'il y a production de législation. De fait, dès lors qu'on va mettre des critères pour l'entrée ou le séjour, ben, il y a des gens qui ne vont pas rentrer dans les critères. Et du coup, il y aura depuis donc, les premières lois sur l'immigration, c'est-à-dire fin du 19e siècle, en réalité, il y a des assignations à résidence ou des obligations d'enregistrement. Euh, il y a de la production de l'irrégularité par rapport à ça, des gens qui ne s'enregistrent pas alors qu'ils sont censés l'être. Évidemment, ça met un peu de temps à ce que l'État ait les moyens de ses ambitions de contrôle. Euh, mais donc, ça a toujours existé, sauf que c'était quelque chose qui était, pendant très longtemps, qui était résiduel. Et que jusque dans les années 70, en réalité, voilà, l'administration
régularise, même dans les années 50, 60, à tour de bras en réalité, sans trop se poser de questions. Et c'est pas ce que ça deviendra dans la phase suivante, à partir du milieu des années 70, un mode de gestion à part entière. Il me semble être un mode de gestion à part entière de la migration, c'est-à-dire au moment où on dit que la migration de travail doit s'arrêter, ça c'est 1974, qui est en plus, c'est intéressant de voir que en fait, l'inflexion se fait avant, en amont de 1974. Il y a déjà dans l'appareil administratif, donc déjà ils mettent un coup d'arrêt aux régularisations automatiques. Dès 1968, il y a un frein. Mais ce qui est vrai d'ailleurs, enfin, les économistes ont montré aussi que le tournant de 74, c'était un peu une date charnière comme ça, mais que les prémices sont là, de la transformation des modes de production sont là avant. Euh, et donc, à partir de 74, voilà, ça s'officialise et donc on arrête avec l'immigration de travail. Sauf qu'évidemment, on n'arrête pas avec les besoins de main-d'œuvre migrante dans tout un tas de secteurs. Et donc, ça a bien été montré par Claude Valentin-Marie, c'est que en fait, ce mouvement d'illégalisation des flux migratoires, en fait, accompagne le mouvement de transformation de l'économie vers le flux tendu, euh, voilà, disons, ce que Durand appelle la centrifugation des activités dans les chaînes de sous-traitance, la multiplication de la sous-traitance, l'apparition de l'intérim, c'est 1975, si je ne dis pas de bêtises, 73-75. Donc c'est ce moment où voilà, où l'économie se transforme et ce que montre bien Marie, c'est que au premier chef, c'est des emplois, donc c'est les emplois d'OS qui d'abord disparaissent dans l'industrie, les ouvriers spécialisés qui étaient, donc c'est le travailleur qui était très largement des postes occupés par ce qu'on appelait à l'époque les travailleurs immigrés, qui étaient internalisés dans les entreprises, qui disparaissent, qui sont les emplois qui sont les premiers à disparaître, à être détruits. Et dans le même temps, on voit que l'emploi étranger fait un bond dans ce qu'on appelle le service aux entreprises, donc ça va être les entreprises sous-traitantes. Et en fait, il y a à partir des années 70, le mouvement d'illégalisation des personnes, de vulnérabilisation du statut administratif, accompagne le mouvement de détricotage des institutions salariales au travers de la sous-traitance, de la précarisation des statuts d'emploi. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, on voit que l'emploi des personnes migrantes est toujours disons, à la pointe avancée des transformations de l'emploi. Et si vous regardez la dernière en date dont on parle beaucoup, qui est l'ubérisation, qui sont aujourd'hui les livreurs qui sont dans des situations de fausse indépendance, c'est d'abord et avant tout des travailleurs migrants, souvent, le plus souvent. C'est-à-dire, il y a eu des étudiants Il y a eu des étudiants au départ. Et d'ailleurs, on avait eu à Espace Mars 3 jeunes qui étaient venus raconter un peu leur expérience et leur lutte, d'ailleurs. Et c'est vrai que maintenant, bon, ouais. Voilà. Notamment au moment où s'effondrent les tarifs pratiqués par les plateformes. Oui, donc il y a surexploitation et cette surexploitation de la main-d'œuvre migrante et du travail migrant, en fait, c'est une forme de nécessité pour le système. Et donc là, on est dans une contradiction extrêmement forte, non, entre à la fois le désir de stopper, ou en tout cas de certains d'arrêter les flux, d'essayer de les contrôler, voilà, et puis de l'autre, en fait, une volonté non vraiment affirmée, mais un peu sous-jacente de la part des employeurs et de certains secteurs en particulier, de maintenir ces formules-là. Ouais, en tout cas, c'est une contradiction apparente de dire que
En réalité, effectivement, disons, la contradiction, précisément, n'est qu'apparente, puisque, en tout cas, vraiment, c'est un peu la thèse de l'ouvrage, c'est de dire que ce que j'appelle le travail migrant, ou ces institutions, produisent, en tout cas, cherchent à produire ou produisent. L'enjeu, c'est de produire les conditions d'acceptabilité de situations de travail, conditions de travail, de salaire dégradées. Et comment on produit le fait qu'il y a des groupes de personnes qui vont accepter les tarifs que pratiquent les plateformes aujourd'hui, vont accepter de faire 8 heures de marteau-piqueur sur un chantier, et que ça, c'est pas donné, et dans l'état actuel du rapport de classe, quelqu'un qui est en pleine possession de ses droits, c'est pas acceptable. Et donc, il faut produire des conditions. En tout cas, l'enjeu, en partie, pour ces secteurs, c'est de maintenir des conditions de travail aussi exécrables que celles-là. Et une manière de le maintenir, la manière centrale de le maintenir, c'est de recourir à des gens qui vont accepter ces conditions. Et pour ça, il faut qu'ils soient dans des conditions matérielles d'existence qui font qu'ils n'ont d'autre choix que de les accepter. Et c'est pour ça que la contradiction n'est pas apparente, c'est que précisément, c'est parce que ils sont vulnérabilisés, stigmatisés, et que c'est précisément en les minorant et en les fragilisant que on crée les conditions matérielles d'acceptabilité de cette situation. Et donc, typiquement, si on prend, voilà, ça rejoint un certain nombre de débats aujourd'hui. Effectivement, si on pourrait croire que la suppression de l'AME, qui est dans un tiroir, il va revenir probablement prochainement, n'a pas, enfin, n'a que des liens très indirects avec la question du marché du travail. Et pourtant, très concrètement, ça veut dire que potentiellement des centaines de milliers de personnes vont voir leurs conditions matérielles d'existence se dégrader et donc, a priori, vont voilà, perdre en ressources et donc voilà, devenir plus vulnérables et donc plus susceptibles d'accepter des conditions de travail, encore une fois, dégradées, des conditions de salaire dégradées. Et que donc, la contradiction, voilà, c'est une contradiction tout à fait productive pour le capital. D'accord. Et alors, bon, le travail détaché, par exemple, bon, quelles sont les réalités de ce travail détaché? Parce qu'en fait, on n'a pas trop d'informations sur la masse que ça représente et les difficultés spécifiques, peut-être que, parce qu'on a surtout parlé là des gens qui sont en situation illégale dans le pays, mais là, c'est une forme de légalisation et qui est pratiquée effectivement dans l'agriculture, enfin, et dans l'agriculture. Donc voilà, si vous pouvez en dire quelques mots aussi. Déjà, étonnamment, ça devrait nous mettre à la puce à l'oreille. Effectivement, on les retrouve dans les mêmes secteurs, la construction, le secteur agricole, l'industrie, et donc pas encore trop dans l'hôtellerie-restauration, comme ça peut arriver. Mais donc, pour commencer par décrire effectivement ce que c'est, il y a des moments de politisation de cette question, mais c'est vrai que sinon, on ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Donc, il y a eu l'époque, c'est autour de 2005, de la fameuse directive Bolkestein, dont on a beaucoup parlé, et avec la figure du plombier polonais. On parle beaucoup aussi des étrangers, c'est-à-dire on va parler accueillir des fraises en Andalousie, mais alors en France, on a l'impression qu'il ne se passe rien de cet ordre-là. Voilà. Et donc, concrètement, c'est une chose qui se pratique depuis un certain moment, qui est liée à la construction européenne, qui est, en fait, le détachement, c'est une prestation de sous-traitance, c'est-à-dire comme une autre. Donc, vous construisez un bâtiment, vous sous-traitez des lots, la plomberie à une entreprise pour qu'elle vienne faire le lot de plomberie sur un bâtiment. Sauf que là, vous sous-traitez à une entreprise étrangère. Et le temps de la prestation, cette entreprise étrangère a le droit de ramener les travailleurs
de son entreprise, qui sont donc qui sont en contrat classiquement, on parlait du plombier polonais. Donc, prenons cet exemple. C'est une entreprise polonaise qui va ramener des salariés qui sont en contrat avec cette entreprise en Pologne. Donc ça s'est fait dans un premier temps de manière assez sauvage, et puis ça a été un tas de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui a abouti à ce qui est la directive détachement. Donc c'est dans le cadre européen, et pour des raisons de liberté d'entreprise, on a évidemment le droit de libéralisation des services répondre à des appels d'offres, à des marchés publics, quel que soit notre pays d'établissement, et on peut répondre à ça. Et donc, si on fait venir nos travailleurs, ils vont être encadrés par cette directive. Et donc, ils seront détachés sur le marché. Ils n'ont pas le droit au séjour. Pour l'Union européenne, c'est surtout pas des migrations. C'est ça permet aussi d'être compatible avec des politiques tout à fait répressives en matière d'immigration, tout en ayant donc là aussi on est dans cette même contradiction, mais on la résout aussi comme ça en maintenant une politique très restrictive en matière d'immigration, mais en important de la main-d'œuvre étrangère sous régime de détachement. Et donc ça, c'est quelque chose qui représentait il y a eu aussi tout un temps où on enregistrait très mal, c'est tributaire des enregistrements administratifs, mais c'était de l'ordre de quelques dizaines de milliers de salariés qui étaient détachés au début des années 2000 en France. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 600 ou 700 000 salariés détachés en France sur une année, ça représente entre 250 et 300 000 salariés uniques, parce que c'est le nombre si vous faites 3 missions dans l'année en France, vous serez compté 3 fois. Mais donc, c'est quand même quelque chose qui a qui a augmenté de manière exponentielle sur la période et qui continue d'augmenter. Et qui, en Europe, ça représente 4 millions de personnes qui sont détachées. Évidemment, il y a aussi des Français qui sont détachés à l'étranger. Mais donc, et le cadre du détachement, c'est un cadre légal qui. Alors, la loi dit qu'il y a ce qu'on appelle le noyau dur qui doit s'appliquer dans le pays d'utilisation, notamment pour le coup le salaire net. Donc, à minima, il faut payer les personnes au SMIC français si vous utilisez en France. Les taux horaires aussi. Et il y a donc, un tas de droits qui doivent s'appliquer dans le pays d'utilisation. Mais le droit de la sécurité sociale et donc le taux de cotisation est assis sur les taux de cotisation du pays d'origine. Et c'est là, évidemment, que donc c'est sur le salaire indirect que se fait l'économie. Surtout, en réalité, il faut rajouter, mais bon, vous m'arrêtez si je suis trop long, mais il faut rajouter que c'est vrai surtout pour le travail qualifié. Et peut-être que, à la différence des migrations et des personnes migrantes sans papier, qui sont plus cantonnés aux métiers les moins qualifiés, ou en tout cas aux qualifications sur le marché du travail les plus basses. Là, on trouve du détachement dans des métiers plus qualifiés, notamment des métiers d'ouvriers qualifiés. Il y a quand même une différence entre le pays d'origine et la France. Et donc, même si le salaire indirect n'est pas équivalent aux conditions nationales, en fait, ça reste quand même sans doute avantageux pour le salarié. Alors, pour le salarié, c'est très avantageux, parce qu'il gagne plus que ce qu'il gagnerait s'il restait chez lui. Ça, c'est certain. Donc, il y a un effet d'appel. Il y a un effet d'appel. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que donc, pour les métiers qualifiés, là où il y a des cotisations relativement élevées, surtout que ça permet aussi même s'il y a une révision de la directive en 2018, où les conventions collectives sont rentrées dans le noyau dur, elles n'y étaient pas avant, donc il n'y avait même pas besoin de respecter les salaires conventionnels. Mais aujourd'hui, théoriquement, ils doivent les respecter, même si la sous-traitance permet déjà de largement contourner les conventions collectives. Mais surtout, en réalité, sur les bas salaires, où il y a beaucoup on en parle en ce moment d'ailleurs pas mal, il y a énormément d'exonération de cotisations sur les bas salaires.
il n'y a quasiment pas de cotisation au niveau du SMIC, il n'y a quasiment plus de cotisation. Donc, en réalité, vu que l'avantage comparatif, il est surtout sur les cotisations, au niveau du SMIC, c'est pas si avantageux, sachant que l'employeur, il doit aussi assurer le transport régulier du pays pour revenir au pays si les missions sont trop longues, et il doit assurer l'hébergement. Donc, en réalité, à coût horaire, si les choses sont respectées, c'est pas si avantageux que ça. C'est même désavantageux. Sauf que, évidemment, ce qui se passe, c'est que ces personnes qui, comme je disais à l'instant aussi, ont intérêt sont là pour gagner de l'argent et sont là pour une mission de 3 mois, par exemple, autant cravacher et gagner le plus possible sur cette période. Et donc, en réalité, ce qu'on voit, c'est que l'avantage comparatif se fait que sur l'explosion des taux horaires. Et donc, en réalité, sur tout un tas, voilà, tout un tas d'illégalisme, en fait, c'est-à-dire de contournement du droit. Ils font des semaines de 55 heures, sachant que le maximum légal, c'est 48 heures. Hein. Et donc, voilà, on s'arrange. Parfois, les heures supplémentaires sont payées ou sont pas majorées ou sont, voilà, on se paye en partie ou on vous fait un lot comme ça. Et du coup, c'est sur l'intensité du travail qui est permise par le détachement que l'avantage comparatif se fait. Et donc, ça, c'est une forme totalement légale de construction de conditions de baisse du prix du travail. Et si on regarde le taux horaire effectif de ce travail, effectivement, il est extrêmement avantageux par rapport en particulier, je sais pas, dans l'industrie, où il y a beaucoup de conventions collectives, et disons que voilà, c'est un peu plus structuré et le rapport de classe est relativement encore enfin, voilà, et plus fort que peut-être que dans d'autres secteurs. Là, on construit des conditions de baisse du prix du travail légal, contournement du droit du travail, euh, par des illégalismes, mais aussi par des choses illégales. C'est-à-dire que c'est légal, mais ça s'accompagne de tout un tas d'abus patronaux. Peut-être arrêter là assez vite, mais c'est sur la forme, la complémentarité de ces deux formes et par exemple sur bon, Marx parlera du fait que certaines formes, dont il parlait du sous-emploi ou du chômage, hein, vont poser sur certaines formes plus légales. Et donc, est-ce qu'il y a des jeux, ou alors est-ce qu'il y a, entre ces deux formes-là, le travail détaché et les sans-papiers, effectivement, il y a peut-être l'armée de réserve des sans-papiers qui pèsera, ou est-ce que c'est vraiment complètement étanche? Vous voyez comme étanche pour l'instant. Alors, je me suis posé la question parce que quand je me suis lancé justement d'essayer de travailler sur les questions de travail détaché, je me suis dit, une nouvelle forme, peut-être que en fait, l'une va se substituer à l'autre et va venir remplacer, parce que peut-être que pour les employeurs, au moins, voilà, le risque légal de l'embauche d'étrangers sans titre est évacué comme ça, on n'a plus ce risque-là, et donc on recourt au détachement qui offre des avantages équivalents. En réalité, et en misant aussi sur la déqualification. Ouais. Mais en réalité, c'est plutôt mais ce que d'autres travaux ont montré dans l'agriculture, notamment dans l'agriculture maraîchère dans les Bouches-du-Rhône, c'est que les employeurs panachent en fait, les formes d'emploi selon au gré des opportunités, voilà, des moments, des modes, de ce qu'ils entendent, enfin, voilà, des déconvenus qu'ils ont pu avoir avec l'une ou l'autre des formes d'emploi, et que non, en réalité, elles coexistent, sachant qu'il y a un petit décalage, je pense qu'on retrouve dans des métiers plus volontiers. Je pense on commence à le voir aussi dans les grands chantiers là, du Grand Paris ou des JO. En réalité, il y a eu
plein de sans-papiers sur les chantiers. Ça a été aussi un levier de lutte à ce moment-là. Mais voilà, ils sont dans les métiers les plus subalternes et probablement qu'on retrouvera plus de détachement voilà, un peu au-dessus dans l'échelle des métiers, puisque il y a un gros intérêt pour des métiers qualifiés, là où, tant qu'on est sans papier, c'est très compliqué de faire valoir des qualifications, et bien qu'on soit qualifié de fait, on va rester dans le bas de l'échelle des qualifications. Et merci. Bon, allez, peut-être que c'est l'heure de poser quelques questions ou si la salle a envie de. Vous parliez il y avait un article, il me semble que vous avez écrit dans la revue Contre-temps en 2023 sur. Je pense que c'était les bonnes feuilles de l'ouvrage. Ça doit être un extrait de l'ouvrage. Il me semble qu'il s'appelait la métier en tension ou la surexploitation du travail migrant. Et j'aimerais savoir si vous avez observé une appréhension par les gouvernements du terme métier en tension. Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau? Est-ce que c'est quelque chose qui est relativement ancien? Est-ce qu'il y a une catégorie qui a déjà été utilisée? Ouais. Ouais, alors, donc, enfin, l'hypothèse que je fais, après, j'ai pas suffisamment travaillé la question pour aller regarder vraiment, d'ailleurs, ce que je voulais faire, ce que j'ai pas encore fait, mais euh, la loi Darmanin, là, justement, a ouvert une forme de la régularisation sur des métiers en tension. Et donc, les DRETS, donc les directions régionales du travail, donc les antennes du ministère du Travail en région, sont censées produire des listes de métiers en tension à l'échelle territoriale. Donc, je n'ai pas été regarder vraiment ce qui sortait de ces listes. Une chose est sûre, c'est que moi, je ferais l'hypothèse que en gros, c'est un synonyme de travail d'immigré, quoi, métier en tension, pour aller un peu vite. Même s'il y a sans doute des secteurs qui sont plus en tension que d'autres. Le leitmotiv de la pénurie de main-d'œuvre, c'est aussi pour une fois un travail de disqualification de la main-d'œuvre qui est effectivement présente dans ces secteurs-là. Et que dire qu'on n'a jamais assez de travailleurs, ça dit aussi que ceux qui y sont ne font pas l'affaire. Et que, encore une fois, vous avez bien de la chance. Oui, voilà, vous avez bien de la chance qu'on vous emploie. Ne vous plaignez pas trop. Voilà, vous n'êtes pas la main-d'œuvre qu'on veut. Et d'ailleurs, Nicolas Jounin, dans son travail sur les chantiers, un sociologue qui a travaillé sur les chantiers du bâtiment, qui a fait sa thèse sur le secteur du BTP. Il a fait un bouquin qui a pas mal circulé, Chantier interdit au public, mais dans la thèse, il revient plus longuement sur ce leitmotiv de la pénurie de main-d'œuvre qui est déjà là dans les années 70, dans le bâtiment en tout cas. Donc il cite Bouygues, Francis Bouygues dans cette qui déjà disait ça. Enfin, je le cite aussi d'ailleurs à la fin. C'est bien. Parce que voilà, c'est ça. On aime cette main-d'œuvre. En fait, cette petite musique existait déjà. Et donc, c'est aussi ce que dit Jounin, c'est que c'est je veux dire, les bras, ils sont là, les bâtiments, ils se construisent, in fine. Donc, dire qu'il n'y a pas de main-d'œuvre, c'est pas vrai. Il n'y a pas la main-d'œuvre idéalisée, ou en tout cas, et lui, il renverse le truc en disant c'est plutôt précisément pour disqualifier celle qui est là. Oui, pour les migrants, comme tu dis, enfin, moi je trouve que c'est très intéressant de vous avez fait. Et ça éclaire, je dirais, pour moi, c'est presque la pointe avancée de l'iceberg. Parce que quand on regarde comment on pratique aujourd'hui sur des métiers hautement qualifiés, pour justifier le dépassement des règles collectives d'organisation du travail, voire même du droit du travail public, pour justifier l'appel à des non-fonctionnaires, par exemple, fonctionnaires, et on justifie le recrutement avec des salaires plus élevés, ça va paraître contradictoire, hein, mais il n'est pas tant que ça, pour justement parler et valoriser cette déréglementation, je dirais, du travail. Parce que quelque part, on voit bien que tout ça s'organise avec le droit du travail, avec le résultat, je dirais, des luttes qui ont constitué ce droit du travail,
et qu'il y a une tentative de dépassement, je dirais, de la lutte des classes, pour dire les choses comme par leur nom, et essayer de mettre en place de la dérégulation qui favorise justement la surexploitation. Ça, c'est très, très, très visible. Ouais, ouais. Mais de toute façon, il y a toujours effectivement cette volonté de disqualification du travail, enfin, des travailleurs, travailleuses, comme voilà, en capacité de produire, d'être porte voilà, de qualification, d'un métier. Et précisément, l'institution du marché du travail et de soupçons d'inadéquation, d'inemployabilité, qu'il faut aller se réactiver sur le marché du travail pour prouver son employabilité, etc. C'est de la disqualification généralisée de toute capacité productive. Une deuxième question, parce que on parle beaucoup aussi, enfin, on voit bien qu'il y a une tentative de fragmentation du monde du travail et de faire en sorte que des gens qui ne sont pas forcément salariés ou dont la forme du salariat échappe un peu, je dirais, aux règles dominantes, apparaissent comme extérieurs au monde du travail, donc extérieurs au salariat, donc incapables, je dirais, de s'intégrer à une classe, enfin en tout cas. Et de ce point de vue-là, est-ce qu'il n'est pas temps peut-être de revisiter un petit peu certains, certains thèmes que Marx a abordés et de remettre, je dirais, la notion de prolétariat au devant du discours, en tout cas à l'utilisation de ce concept qui est beaucoup plus large que la notion de salariat et qui permet justement une unification de tous ceux qui ne vivent que de leur travail. Oui, mais déjà, c'est intéressant de dire qu'il ne faut pas dire les migrants qui travaillent. Parce que les migrants travaillent. Et donc, quand on parle des migrants qui travaillent, ça a l'air de dire que, voilà, il y a les autres sont les indésirables. Alors, on est, justement, c'est un piège. Moi, je pense que le livre, moi, c'est très, très subtil, l'argumentation du bouquin. On a un peu de temps, on a dit l'essentiel, mais c'est vrai que moi, ce qui m'a intéressé, c'est que, en effet, tout cela est complètement mais agencé et les politiques publiques, et ça montre ça. Et donc, ça va à l'encontre, justement, des points de vue les plus courants, de gauche aussi, et voilà, pour cette question. D'autres interventions, oui? Oui, moi, si tu avais une idée un peu de ce que représente cette délocalisation de place par rapport, dans l'économie française, par rapport à la délocalisation géographique. Une idée un peu ce que ça représente pour le poids économique. Ben, c'est extrêmement difficile à dire précisément, en tout cas, ce qui est en plus de sa part illégale. Mais en fait, c'est un continuum, cette délocalisation sur place. Donc, c'est plus pour, en réalité, c'est plus pour renforcer l'idée justement de traitement différencié de ces personnes, mais en réalité, c'est dur de mettre la limite dans qu'est-ce qui va être de la délocalisation sur place, puisqu'en fait, tout traitement différencié, c'est-à-dire toute manière de pas reconnaître du plein droit, on pourrait dire que la sous-traitance aussi, c'est sous-traiter pour contourner une convention collective, c'est une forme de délocalisation sur place, quelque part, si on pousse le raisonnement. Donc, après, il y a eu des tentatives. La question, c'est plutôt qu'est-ce que représente un peu le poids de travail migrant proprement parlé dans l'économie. Tout ce détachement, alors c'est difficile. Alors, il y a des. Part aussi parce qu'on a une sous-évaluation de ces choses-là. Il y a des tentatives d'économistes d'essayer de voir quel est le poids de la migration, la richesse produite, etc. Par rapport à ce que ça peut coûter. Donc, les économistes qui ont essayé, et on a bien prouvé que la balance était positive du point de vue de travaux d'économie, mais là, c'est plutôt un raisonnement formel, c'est-à-dire, je cherche pas je cherche pas vraiment à mesurer un poids économique, plutôt à montrer un rapport social, en fait, voilà, qui peut être transposé, en fait, à d'autres situations où là, il est extrêmement flagrant
qu'il y a, et ça revient un peu à ce que tu disais à l'instant, là, c'est flagrant qu'il y a un segment qu'on va traiter différemment, mais en réalité, et on peut élargir la question, c'est dès lors que on pense que un groupe mérite un traitement différencié, on produit en fait on produit de la pression à la baisse sur notre propre salaire. Donc ça rejoint un peu les débats actuels sur ce qu'il faut voilà parler de l'antiracisme ou pas, etc. ou remettre la classe au cœur. En réalité, c'est une question de classe, cette question de l'antiracisme, précisément parce que enfin toute forme de mise à part, le racisme est une forme de mise à part, de traitement différencié qui va être naturalisé. Mais c'est vrai aussi pour un traitement différencié pour les femmes, c'est vrai pour un traitement différencié pour les jeunes. Oui, mais parce qu'il y a des formes d'idéologie, en effet, qui Voilà, sont une forme Qui justifient. d'essentialisation de la race, Du genre. du sexe, du genre, Ouais. etc. Et qui font en Qui effet. justifie un traitement Oui. différencié. Et donc, la conclusion, je termine là-dessus, c'est pour dire que l'horizon politique qui doit être le nôtre, c'est précisément de déjouer ces mécanismes de différenciation, de les refuser. Et donc refuser toute, voilà, lutter pour l'égalité de toutes et tous, quel que soit le statut administratif, l'origine, le genre, ce que vous voulez, quoi. L'âge, c'est aussi un gros axe de segmentation et de fragmentation de la force de travail. Oui. Dans les débats agités là, sur les questions d'immigration, surgit régulièrement l'alternative à l'arrêt des migrations, que serait la migration choisie. Alors, je voulais savoir si vous entrevoyez ce slogan et sa probabilité de tentative de mise en place comme peut-être une volonté de faire quelque chose qui s'aligne un peu sur le travail détaché, qui soit un peu de ce côté-là, par rapport à tout ce qui resterait le lumpen prolétariat, et ceux qui sont sans papier, etc. Et la dernière chose qui fait écho à justement ce que vous venez d'aborder, qui est dans votre conclusion, comment faire pour que, face à la mosaïque de tous ces formes de travail qui isolent les gens et peuvent les rendre concurrents, comment faire et que peuvent faire les organisations syndicales pour qu'il y ait un message d'action, quelque chose qui aille vers une action commune, quelque chose qui aille vers le sentiment d'égalité. Et une question tout à fait à nous. Malheureusement, que peuvent faire les quelques rares inspecteurs du travail qui résistent et qui existent encore, qui n'ont pas été. Ouais, et ben. Non, en tout cas, je reprends depuis le début, effectivement, c'est complètement, en tout cas, les injonctions des organismes internationaux, type OIM, OCDE, pour une bonne gestion de la migration, en mettant justement le Canada, dont je parle pas mal, comme bon élève, qui aurait une bonne migration, parce que justement, avec son système à points, etc., il choisit. En réalité, donc les injonctions, ça repose sur trois piliers. C'est le caractère temporaire de la migration. Il faut qu'elle soit temporaire. Donc, on repousse le spectre de l'installation de ces personnes sur les territoires où ils iraient travailler. Soit circulaire, il faut qu'ils reviennent. Et pour encore repousser ce spectre, il ne suffit pas de dire qu'il c'est temporaire, il faut que
voilà, qu'il y a un temps passé dans le pays d'origine avant qu'ils puissent revenir. Et le troisième pilier, c'est que ce soit dérogatoire au droit commun. Et ça, le détachement correspond à ces critères pleinement, comme les programmes de travailleurs temporaires étrangers au Canada, comme tout un tas comme le travail saisonnier l'est en réalité depuis très longtemps, les contrats OMI, etc., dans l'agriculture. C'est cette logique-là. Ce qu'on voit, en fait, c'est pour ça que justement, un des enjeux du quatrième chapitre, c'est de traiter ça comme de la migration. Et on voit que précisément, en réalité, je suis revenu à Abdelmalek Sayad, on traite de l'immigration, de la sociologie de l'immigration sur une période où il y avait beaucoup plus de circulation, c'est-à-dire les années 50-60, où il y avait ce qu'on appelait la Noria, notamment quand il y avait une circulation facile entre la France et l'Algérie en particulier, euh, où on voit ces formes de provisoire qui durent, voilà, de double absence, on n'est ni ici ni là-bas, et voilà, pour certains on envisage de rester, pour d'autres, voilà, c'est en gros que toutes les contradictions dans lesquelles pouvait être prise cette migration, on les retrouve dans les trajectoires de travailleurs détachés. Certains s'installent, se retrouvent voilà, tiraillés entre un ici et un là-bas, etc. Et donc, in fine, c'est bel et bien encore et toujours de la migration de travail, en tout cas des déplacements, des mobilités humaines, avec toutes les ça produit de contradictions autour de l'exil. Euh, donc, ça, c'était pour la première question. Donc, pleinement, effectivement, disons, la tendance serait celle-ci. Même si les politiques restrictives en parallèle en matière d'immigration vont continuer à produire de l'illégalité migratoire. Et donc, vont continuer à laisser des gens sur le carreau, sur des territoires. Et précisément, en fait, ça empêche la circulation. La première chose que les gens font quand ils sont régularisés, c'est de rentrer chez eux, pour voir leur famille, passer du temps chez eux. Et qu'en fait, ça rend les gens captifs et ça coince les gens sur des territoires, précisément le fait de pas pouvoir, enfin, de pas avoir la possibilité d'y revenir. Sinon, il y aurait beaucoup plus de circulation en réalité. Euh, donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut. Donc, je vais répondre sur la question de l'inspection du travail, qui malheureusement est plus facile. C'est que je ne sais plus si je le cite dans le bouquin, mais notamment sur le détachement, où il y a un inspecteur du travail qui m'a dit que voilà, il avait l'impression d'avoir un pistolet à bouchon face à donc l'institution, comme tous les services publics, mais en particulier l'institution de l'inspection du travail, est très très abîmée, n'a pas les moyens de contrôle qu'il devrait avoir. Et le détachement est une situation particulièrement problématique puisque ça suppose aussi d'aller vérifier que en fait les droits, c'est pas uniquement les droits ici, c'est que les droits sont respectés dans les pays d'origine. Donc certes, maintenant il y a des plateformes européennes de mise en commun qui sont censées faciliter les contrôles inter-européens, mais voilà, il faut vraiment effectivement des gens un peu acharnés et qui sont capables de ne pas répondre aux injonctions de leur hiérarchie pour faire du vrai contrôle sur, sur, sur le détachement, par exemple. Alors qu'ils sont poussés à faire, c'est la logique de la bâtonnite, comme un peu dans tous les services publics, c'est-à-dire faire du contrôle, ça va plus vite d'aller contrôler un kebab qu'il ne respecte pas les mesures d'hygiène voilà, d'hygiène classique. Là, vous avez un contrôle, vous avez une verbalisation, ça fait un bâton. Alors que un bâton sur le détachement, c'est beaucoup plus compliqué. Pourtant, c'est beaucoup plus productif socialement. Hein. Et sur les organisations syndicales, ce qu'on peut faire, en tout cas, moi je dirais, en tout cas, c'est peut-être une réponse un peu bateau, mais c'est déjà épouser les luttes des premiers intéressés. Voilà, enfin, moi je suis parti de là, mais j'y reviens, mais je suis toujours, c'est la victoire une victoire, une parmi les plus importantes, à mon sens, victoire syndicale de ces dernières années, c'est les luttes de travailleurs les grèves de travailleurs sans papier, portées en partie par la CGT, pas uniquement. Mais c'est aussi, voilà,
prendre à bras le corps la question de l'antiracisme et et du sexisme, des violences patriarcales au sein des organisations syndicales. Ça aussi, c'est en fait une manière de produire de l'unité. Je crois qu'il y avait une question. Oui, je voulais également par rapport au foyer des papiers. Est-ce que le statut un peu privilégié aussi, en termes de droits affiliés au travail des papiers n'est pas peut-être dû à l'origine géographique de ces travailleurs? Ouais, je pense que c'est une situation européenne. Une deuxième chose, alors vous avez parlé des métiers en tension. Est-ce qu'on ne peut pas faire aussi une double lecture? Donc, la première qui considérait effectivement dit que c'est vrai que c'est des travails d'immigrés, mais de l'autre côté, c'est aussi des secteurs d'activité où de plus en plus il y a un manque criard de main-d'œuvre. Ça peut être des secteurs du commerce, ça peut être de l'informatique, ça peut être de la santé. D'autant plus que dans les accords bilatéraux, au niveau des annexes, je prends par exemple l'accord bilatéral de 2008 entre la France et le Burkina Faso, il y a un certain nombre de métiers qui sont identifiés dans lesquels le Burkinabé peut travailler sans opposabilité. Alors, la question de savoir est-ce que ces migrants sont informés de l'existence ou pas de cet état, c'est une chose, mais c'est vrai que c'est une vraie problématique. Je terminais par l'auteur que vous avez cité, Ahmed Saad, qui disait que finalement, le but de l'immigré, c'est le travail. S'il est dans le pays, il faut qu'il travaille. La légitimité viendrait effectivement du travail. Et donc, c'est vrai que ça force en réalité tout le débat qui consiste à dire que quelles que soient les efforts, mais les jours où vous vous retrouvez dans le chômage, vous avez une légitimité malgré les nombres d'années. Ouais, complètement. Le revers de ça, c'est effectivement que le droit au séjour est indexé au travail et que, ouais, d'ailleurs, je le dis comme ça, c'est-à-dire le revers de la médaille même des grèves de travailleurs sans papier, c'est d'avoir quand même ça construit une légitimité politique de présence extrêmement puissante, mais effectivement le revers, c'est que on renforce la logique utilitaire de l'immigration. Et d'ailleurs, voilà, le leitmotiv, voilà, la CGT a été complètement obnubilée par l'idée qu'il faut surtout plus les appeler sans-papiers, il faut les appeler travailleurs sans-papiers. Voilà, ça a aussi un revers, quoi. Je suis complètement d'accord, qui est problématique, ouais, de ce point de vue-là, puisque toute légitimité viendrait uniquement du fait d'apporter économiquement. Mais bon, en réalité, enfin, je veux dire, insister trop là-dessus pose problème en réalité, mais comme vous le disiez tout à l'heure, ça a aussi pour vocation de dire que toute personne migrante travaille. Bon, si on laisse ce débat de côté, juste sur la question non, il faut Une seconde. une seconde. Ok. Non, bah je vais terminer sur une énigme, effectivement, en tout cas sur quelque chose dont j'ai pas la réponse, mais où on peut supposer que vous avez raison. C'est qu'effectivement, ce sont des populations blanches, les travailleurs détachés. Au-delà du fait que ce soit légal, quelle est la part d'acceptabilité sociale plus grande qui est liée au fait que ce sont très largement des populations blanches et non pas issues des migrations postcoloniales, donc moins racisées, je dis moins parce que malgré tout, il y a des effets d'essentialisation. J'en parle aussi dans le bouquin de voilà dont j'ai pas mal travaillé sur les chantiers navals. Il y a ceux qui font de l'orfèvrerie, les Italiens et les Espagnols sont plus habiles de leurs mains, et puis les Polonais ou les Roumains, les Ukrainiens, eux, ils sont bons à tirer du kilomètre de câble,
Donc, il y a aussi des formes d'essentialisation, de segmentation ethno-raciale des collectifs de travail, et qui est qui est présent malgré le fait, mais je suis complètement d'accord qu'il y a aussi d'espaces où je pense que Bien, je crois qu'il le faut fait qu'il que- soit blanc, Tu parlais de Sayed dans El Gorba, c'est le retour. Ouais. C'est-à-dire, il faut se demander quelles sont les questions qui ont bloqué ce retour. Pourquoi le système s'est grippé? Je pense que le patronat, il voyait un intérêt avec des gens qui se qualifiaient au fur et à mesure dans l'industrie automobile. Et d'autre part, il y avait quand même une organisation via les offices internationaux d'immigration, une structuration qui fait penser aux travailleurs détachés dont tu parlais. À l'époque, il n'y avait pas de racialisation. Les gens venaient, c'était organisé. C'est vrai que bon, prendre en parallèle Sayad, c'est vrai que c'est une époque dans laquelle il y avait une gestion, comment dire, humaine, même une politique publique qui a totalement disparu avec les migrations aujourd'hui qui arrivent par des systèmes comment dire, de travail clandestin et de filières. Alors, je ne sais pas si les politiques étaient plus humaines, mais parce que les missions de travail dans les pays colonisés pendant un temps, puis après ex-colonisés, étaient d'une brutalité sans nom. Mais en fait, les personnes avaient plus de ressources. Elles pouvaient circuler et du coup, effectivement, étaient moins vulnérables, tout simplement. Ouais, se syndiquer. Tout à fait.